aux offices. Et aussi, j'en profite aussi pour mentionner qu'aujourd'hui, c'est moi qui présente l'accompagnement social. Cependant, partout au Québec, où il y a d'autres offices, il se fait aussi de l'accompagnement social. Il y a plein de beaux projets qui existent dans plusieurs offices du Québec. Puis, entre offices, on a une belle collaboration aussi. On s'échange des idées, on s'échange des bons moyens, justement, pour pouvoir se permettre de grandir ensemble aussi et de pouvoir davantage accompagner et répondre aux besoins des locataires. Alors, moi, ça fait 23 ans que je travaille à l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières. Je suis issue du communautaire, c'est-à-dire j'ai travaillé dans plusieurs milieux avant d'arriver à l'Office municipal. J'ai travaillé auprès de personnes victimes de violences conjugales, j'ai travaillé auprès de prévention des enfants, des abus commis envers les enfants, j'ai travaillé auprès des personnes suicidaires. Travailler auprès des personnes avec un handicap physique sévère et persistant, avec des personnes handicapées intellectuelles. J'ai travaillé auprès de personnes âgées, adolescents. Bref, avant de rentrer, j'avais déjà un bagage avec plusieurs clientèles qui m'ont permis d'être en mesure de pouvoir identifier les besoins puis d'être en mesure aussi de travailler avec les personnes, avec eux, et en même temps aussi de me rendre compte comment à l'Office, il y avait beaucoup de monde et beaucoup de besoins, bien évidemment. Alors, dans ma direction de l'accompagnement social et du partenariat, on reçoit toutes les demandes d'aide, les plaintes. On va travailler aussi à évaluer la situation avec la personne et on va travailler aussi en concertation avec les partenaires, justement, pour être en mesure de faire la référence et tout, tant au niveau des familles que des personnes âgées. Je veux me permettre de vous dire que ça se peut que je parle vite parfois ou que peut-être que je nomme des choses qui sont plus difficiles à comprendre. Alors, n'hésitez pas à lever la main afin que je puisse vous donner l'information correctement au fil du temps. Prudence devrait m'aider à cet effet-là aussi. Alors, qu'est-ce que l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières? Qui sommes-nous? On est une autorité publique qui a été fondée en 1969. On loge 2% de la population de Trois-Rivières. En fait, notre population, c'est à peu près 142 598 personnes à Trois-Rivières. On se situe sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, entre Québec et Montréal. À l'Office municipal, on a 2 963 occupants. On a 1 726 logements. C'est à peu près 9% du patrimoine locatif de Trois-Rivières. On a en plus de ça 23 autres logements dans 2 petites municipalités qu'on nomme Saint-Étienne et Saint-Boniface, qui sont intégrées à l'Office de Trois-Rivières. On a aussi la gestion de d'autres petits, de d'autres municipalités, le DHLM, j'entends, OK, ou d'autres, on a 8 municipalités qu'on gère aussi, plus en milieu rural, et on l'appelle l'Office régional d'habitation des Chenaux. Alors, on a aussi cette gestion-là. Notre mission à l'Office, c'est d'aider les personnes et les familles à faible revenu à se loger convenablement tout en accompagnant notre clientèle sur le plan de l'autonomisation dans une perspective de développement durable. Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut redonner à la personne le pouvoir sur sa vie. On veut travailler l'empowerment qu'on appelle, l'autonomisation qu'on pourrait dire, puis on veut participer avec la personne à ce qu'elle puisse continuer à être une personne, une citoyenne à part entière. Maintenant, il y a quelques impacts économiques et sociaux, justement, à l'intervention à être ce qu'on est en tant qu'office. On réduit en partie la pauvreté et les coûts sociaux. C'est sûr qu'en permettant d'avoir des logements qui sont à 25% des revenus, ça permet justement à la personne de mieux s'alimenter, mieux se vêtir, etc. Le fait de payer 25% des revenus, mais ça équivaut à peu près à une marge de manœuvre supplémentaire de 530 $ canadiens par mois, ce qui équivaut à peu près à 360 € selon le cas. On retarde aussi l'usage des services de public d'hébergement parce qu'on travaille beaucoup pour justement faire en sorte on travaille sur la santé globale des personnes âgées, entre autres. Alors, pour juste leur permettre d'être davantage, justement, que leur santé soit davantage moins précaire et qu'elle ne soit pas précaire du tout, bien évidemment. Alors ça, je vais vous parler je vais vous donner un petit peu d'informations par rapport à ça tantôt.
On peut réduire aussi les coûts d'hospitalisation et les recours à l'urgence, bien évidemment, c'est quand on travaille sur la santé, tant la santé physique que la santé mentale, bien, justement, on peut éviter que la personne se retrouve dans le réseau de la santé. On peut freiner l'itinérance aussi pour les personnes sans domicile fixe en ayant des projets, justement, qui nous permettent d'éviter que la personne perde son logement, que cette personne-là puisse travailler sur un projet de vie aussi, selon ses besoins, justement, en faisant des petits pas. J'ai un projet que je vais vous parler un petit peu tantôt. On facilite la réinsertion socio-professionnelle. On travaille, des partenaires avec qui on travaille qui vont travailler sur la persévérance scolaire, aussi l'accès à l'emploi, aussi par des organismes d'économie sociale qui vont permettre à la personne justement de pouvoir aller sur le marché de l'emploi en vivant des réussites un petit peu avant et en y allant à son rythme aussi. Alors, de préparer ce marché à l'emploi-là. On contribue aussi significativement à la cohésion sociale et à la sécurité. Alors, bien évidemment, avec tout ce qu'on peut faire comme action dans nos HLM, bien, on fait en sorte qu'il y ait un lien entre les locataires et les partenaires, justement pour justement stimuler cette empathie-là, ce besoin de se mobiliser là aussi et de prendre soin de l'autre aussi. Alors, c'est un peu des impacts en général qu'on peut avoir en étant office et en travaillant ensemble. Maintenant, quelques statistiques. À Trois-Rivières, on a environ 1396 demandes d'aide et de plaintes qui génèrent 3860 interventions par année. Alors, en fait, c'est un vecteur, tu sais, de toute façon, à travers une plainte, il y a une demande d'aide qui se cache, il y a un besoin qui se cache. Bref, on s'en sert beaucoup pour pouvoir faire plein de développement dans nos milieux à travers tout ça. On loge plus de 200, on attribue, excusez-moi, plus de 200 logements par année à des nouveaux demandeurs. On a actuellement 595 ménages qui sont en attente de logement. Malheureusement, on a une liste d'attente. Puis il y a de la rareté aussi. Le taux d'inoccupation est quand même assez élevé. Alors, on a de la rareté au niveau du logement. Alors, on a une liste d'attente. On a depuis près de 2 ans, mais plus l'année dernière, un service d'aide à la recherche de logement qui est subventionné par la Société d'habitation du Québec et par la Ville aussi, qui nous permet de pouvoir aider les gens, les citoyens de Trois-Rivières à se trouver un logement, en tout cas dans la démarche, bien évidemment, c'est aidant. Puis on loge aussi 19 des locataires qui sont des personnes issues de l'immigration. Alors, dans l'équipe de l'accompagnement social et du partenariat, dans mon équipe, j'ai 9 personnes, plus une vingtaine de partenaires et plus là, avec qui on travaille. Dans ces 9 personnes-là, j'en ai 3 qui sont issues d'une entente avec la santé. Alors, là-dedans, j'ai 2 intervenantes socio-communautaires qui reçoivent les besoins des personnes, les demandes d'aide et de plainte. J'ai un intervenant qui travaille au niveau des situations d'encombrement, de salubrité et au niveau parasitaire aussi. On a des petites bébites des fois qui aiment bien venir dans nos logements. Alors, on travaille à la prévention puis aussi à l'intervention auprès de cette situation-là. J'ai une intervenante à la mobilisation des milieux. J'ai une intervenante aussi au projet mobilisateur parce qu'on a d'autres projets qui, au niveau qui travaillent au niveau de l'autonomie de certaines personnes qui sont un petit peu plus éloignées à ce niveau-là. On veut justement maintenir dans nos milieux. J'ai une intervenante pivot aussi qui nous permet de faire des liens avec les services de santé plus rapidement dans des situations d'urgence. J'ai une infirmière clinicienne puis une travailleuse sociale aussi qui vont travailler dans nos milieux plus au niveau aîné. Je vais vous en parler un petit peu plus tantôt. Alors, c'est ça pour les statistiques. Et maintenant, je vais arriver avec l'historique de l'accompagnement social. Parce que l'accompagnement social, ça a débuté il y a quelque part. Et maintenant, on en fait de plus en plus. Puis on se ramifie. Il y a des ramifications qui se créent aussi. Ça a donné, en fait, moi, je suis arrivée en 2001, puis en 2002, avec la fusion des villes, bien, on a connu aussi, on s'est agrandi, bien évidemment, on a grossi, on a connu d'autres partenaires et ça nous a permis de nous solidifier au fil du temps aussi.
Il y a eu la création des comités consultatifs de résidence, c'est-à-dire dans plusieurs de nos des HLM, dans plusieurs bâtiments, c'est possible d'avoir des comités de locataires pour ceux qui ont le goût de s'investir. Et le comité consultatif de résidents, qu'on appelle le CCR, a permis de regrouper des représentants justement pour en venir à davantage avoir accès aux besoins, hein, que ces gens-là représentent leur immeuble et qu'ils puissent justement démontrer les besoins, puis qu'on puisse consulter ces gens-là puis travailler ensemble davantage. Alors, ça nous a permis justement d'augmenter, d'améliorer notre accompagnement social. Puis, l'objectif, étant toujours de mettre la personne au centre et de pouvoir travailler avec la personne et les partenaires dans tout ce beau développement-là. Parce que dans toutes les actions qu'on fait, dans les tables de concertation, dans les projets, les locataires sont toujours partie prenante, sont toujours avec nous autres. On ne fait pas ça tout seul. Et on veut, à travers tout ça, faire vivre des réussites, de reconnaître les compétences, d'en acquérir de nouvelles, hein, et ce, peu importe l'âge. En fait, on a un plan d'action au niveau famille, fait qu'on s'est doté d'un plan d'action au niveau des personnes âgées aussi. On travaille avec, comme je disais, une vingtaine de partenaires, puis parmi ces partenaires-là, on s'est, depuis 2003, on a commencé des liens avec un organisme qui s'appelle Equijustice, et eux font de la médiation citoyenne. Alors, quand il arrive des conflits, quand il arrive la mésentente, mais on met en lien les gens avec Equijustice. Parce que dans le fond, c'est souvent, on veut permettre à la personne de voir que dans une situation situation problématique, il y a toujours deux versions. Quand il y a deux personnes, il y a deux versions, puis on ne peut pas se chicaner tout seul non plus. C'est pas habituellement. Alors, on se dit, comment on peut permettre à la personne de pouvoir s'exprimer, de pouvoir laisser l'autre la chance de s'exprimer aussi, et de pouvoir aussi mieux communiquer et de reprendre du pouvoir sur cette situation-là. Alors, Equijustice est un organisme qu'on utilise beaucoup dans nos secteurs et qui sont très appréciés pour permettre excuse Prudence, je m'attends en écho. OK, merci. Alors, c'est ça, c'est très apprécié aussi. De plus en plus, les gens, justement, l'utilisent parce qu'ils ne disent pas nécessairement oui, je vais l'utiliser de façon facile, il faut le travailler un petit peu, mais ça donne vraiment de bons résultats. Et on a aussi un autre organisme qu'on utilise quand même beaucoup qui s'appelle la Corporation de développement économique de Trois-Rivières, qui aide à la gouvernance, qui aide aussi à la mobilisation citoyenne. Alors, ils nous accompagnent dans les projets justement pour aider, puis pour accompagner les comités de locataires, entre autres, sur comment fonctionner en comité de locataires, comment on communique ensemble, comment, en fait, le savoir-être, hein, qu'on travaille là-dedans en même temps. Puis aussi, comment aussi être accompagné sur comment faire des états financiers, comment travailler les budgets. Alors, ils sont accompagnés là-dedans. Maintenant, au niveau de l'accompagnement social, si je résume ça en gros, c'est on veut être facilitant pour l'individu, pour les aider à utiliser le maximum des capacités. Alors, on doit se concerter avec eux, puis on doit justement s'allumer. On ne peut pas faire tout seul, bien évidemment, on ne fait pas rien seul. Et on utilise, il y a l'approche communautaire, l'accent au niveau des personnes, il y a les services à la clientèle, il y a les partenariats qu'on doit vraiment se concerter ensemble. Alors là-dedans, on retrouve la vie associative, les comités de locataires dont je vous parlais. On va travailler avec la participation des locataires. On va les ouvrir sur leur milieu. Qu'est-ce qui existe à l'extérieur aussi? On est en support à la mise en place de projets, au soutien à des projets aussi. On fait de l'intervention individuelle, l'intervention de groupe. On forme les employés aussi à des nouvelles réalités parce que lorsque admettons que tu vas réparer un évier qui coule, bien, ça se peut que tu arrives dans un logement et que la personne soit en situation de crise ou que la personne soit désorganisée. Alors, comment l'employé qui est là, qui arrive, comment il peut intervenir, comment il peut être aidant? Alors, puis comment il peut justement se protéger là-dedans, puis aider la personne aussi justement à ne pas être en danger, bien évidemment. Puis comment il peut aussi travailler en concertation avec nous autres là-dedans, parce que tous les employés d'office sont nos yeux sur les terrains, alors on travaille en concertation ensemble, bien évidemment. Quand il arrive une difficulté de paiement aussi, exemple, bien, le service administratif va nous informer et on va rentrer en lien avec la personne pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour être aidant. Est-ce que la personne a besoin d'un soutien?
l'important, c'est de pouvoir avoir un filet de sécurité, justement pour pas que la personne puisse perdre son logement. C'est pas ça qu'on veut du tout, mais on veut aussi lui aider justement à passer à travers une situation qui peut être difficile avec les ressources, bien évidemment, qui sont appropriées. On a le partenariat avec les santé et services sociaux, l'éducation, avec les municipalités, avec les organismes communautaires. Bref, on est tous ensemble pour justement pouvoir aider. Et puis, à travers les parcours de vie que certaines personnes ont eu qui sont plus difficiles, qui ont laissé vraiment des blessures au niveau affectif, bien, ça se traduit par plusieurs choses. Alors, c'est sûr que dans les situations qu'on peut retrouver, on peut retrouver de la délinquance, de la toxicomanie, des problématiques en santé mentale, la violence sous toutes ses formes, la difficulté au niveau de la mixité sociale aussi, de faire la place à ce qui est différent, ça insécurise. Alors, il y a ça, il y a des comportements inadéquats, les impayés, bref, on retrouve tout ça. Alors, l'accompagnement social, ça englobe tout ça, tous ces défis-là en même temps. Alors, au fil du temps, à partir depuis que je suis là, on s'est dit en 2004 qu'on était plusieurs partenaires à travailler ensemble et on a eu le goût de se dire, bien, comment on pourrait être davantage stratégique, d'avoir une poursuite dans le temps, un continuum de services. Alors, comment on pourrait faire ça pour faire davantage de prévention, pour être moins en train de, comme on dit, d'éteindre des feux, d'être en situation de crise, parce que quand on est en situation de crise, on travaille rapidement, on veut rétablir rapidement une stabilité, mais en même temps, on n'est pas en train de prévenir, on n'est pas en train d'intervenir pour éviter que des situations de crise reviennent. Alors, on s'est doté d'une table qui s'appelle, en fait, c'est un comité, et ça s'appelle la table Adélard-Dugré, Jean Nicolet. Qui au départ, l'objectif était, qui regroupe une vingtaine de partenaires et des locataires aussi sur cette table. C'était qu'il y avait plusieurs personnes immigrantes qui arrivaient dans nos milieux et ça insécurisait énormément les locataires et il y avait de l'intimidation qui se faisait, beaucoup de racisme qui en ressortait. Et là, on ne reconnaissait pas, finalement, les locataires, on ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais en même temps, on avait besoin d'aide pour les aider là-dedans. Puis, on voulait que les gens qui arrivent soient bien accueillis. Alors, on s'est regroupés, justement, la table a été un bel endroit pour cet envoi-là, pour travailler avec les partenaires justement de l'immigration, entre autres, pour pouvoir justement aider à identifier comment on peut faire pour sécuriser, parce qu'on sait quand il arrive des situations, quand il y a de l'insécurité, ça peut se traduire de bien des façons. Alors, comment on peut aider la personne à se sentir bien en étant chez nous, mais aussi en faisant en sorte qu'elle se sente chez elle aussi, puis que les locataires lui fassent de la place aussi, ceux qui sont là. Comment on peut stimuler tout ça? Alors, on a travaillé avec l'approche rétablissement qui est misée sur les forces. On a travaillé à faire en sorte que les gens deviennent des ambassadeurs. Les ambassadeurs sont des choses différentes. Alors, comment on peut faire place à cette différence-là? Alors, on l'a en fait, au lieu de travailler seulement à partir de la base de l'approche problème, on a travaillé avec l'approche plus de rétablissement, misée sur les forces. Alors, comment on peut justement, on appelle ça faire un retournement de situation et de dire aux gens, bien, comment tu pourrais être différent, comment tu pourrais mieux connaître cette personne-là, cette culture-là aussi, comment arriver à faire ça. Alors, ça a créé des projets, des repas tout en couleur. Alors, bref, il y a eu plein de choses qui sont issues de là. Puis on a aussi voulu, à travers ça aussi, favoriser l'autonomisation en faisant le donnant-donnant, comme on appelle. Alors, quand tu viens utiliser un service, comment tu peux offrir quelque chose aussi? Parce que dans nos milieux, dans nos HLM, on loge des partenaires, puis on travaille avec des partenaires extérieurs aussi. Mais en logeant les partenaires, puis on veut que les locataires, quand ils viennent chercher un service, on veut qu'ils puissent en offrir aussi à l'intérieur. Fait que nos milieux de vie, finalement, les partenaires, deviennent des milieux de stage informels. La personne ne se rend pas nécessairement compte qu'elle est en train d'acquérir une expérience de travail tout en offrant de ses compétences. Alors, après ça, finalement, ça lui permet de dire, ben, quand tu veux arriver sur le marché de l'emploi, ou bien ça peut te dire, ben, j'ai déjà donné du temps, j'ai déjà été bénévole à une organisation là, alors tu ne pars pas avec rien comme expérience de travail. Fait que ça s'accumule. On les aide à faire des curriculum vitae aussi. Bref,
Cette union de tables de concertation qui existe encore aujourd'hui, qu'on se rencontre encore régulièrement, au moins 4 à 5 fois par année, pour continuer de faire des projets. Parce qu'on est beaucoup dans le faire-faire à Trois-Rivières. On va travailler avec les organismes qui existent déjà. Hein. On n'est pas la police, on n'est pas la santé. Mais en même temps, là où il y a des zones grises, là où on a de la difficulté à trouver des services, ben c'est là qu'on va faire des projets. Alors, il y a eu des projets comme les projets de persévérance scolaire, le retour vers ta réussite. Alors, ça, c'est un professeur qui vient de la commission scolaire pour adultes, qui vient offrir 3 demi-journées par semaine pour aider à enseigner le français et les mathématiques pour les gens qui n'ont pas eu un parcours scolaire très, très intéressant et très long non plus. Alors, ça leur permet de se stabiliser un peu, d'aller chercher quelques d'autres compétences aussi, et de pouvoir terminer leurs études aussi, qui leur permettent de pouvoir d'être un tremplin pour se trouver un emploi, ou bien de pouvoir faire d'autres études plus loin. On a 48 personnes qui sont passées à travers ce projet-là et qui se poursuivent encore. On continue à le poursuivre. Il y a des personnes qui se sont trouvées des emplois ou qui ont poursuivi justement dans ce domaine-là. J'en ai une, entre autres, qui a terminé son cours d'infirmière. J'en ai une qui est devenue bouchère. Bref, c'est vraiment intéressant. Alors, ce groupe-là, cette table-là, la table de concertation, il y a comme 2 bébés qui sont nés de ça. Alors, ces 2 regroupements-là recoupent 2 secteurs familles de 200 personnes chacune, c'est à peu près 400 personnes. Alors, il y a un comité, un petit sous-comité qui s'appelle Vivre en paix, puis un autre sous-comité qui s'appelle Partir du bon pied, qui continue, entre les rencontres de la table, à se réunir avec les locataires et les partenaires pour travailler la cohésion, pour travailler le sentiment de sécurité, bref, pour poursuivre les actions. Ça va pour le moment? C'est correct, je ne parle pas trop vite. C'est correct, merci. Merci. Maintenant, je me suis permis de faire une petite recette pour maximiser la concertation. Alors, qu'est-ce que je trouve comme ingrédient important pour que l'accompagnement social puisse bien fonctionner? Alors, j'y vais tout par 2 tasses. J'ai tout mis ça, la même essence. Alors, ça prend 2 tasses de sens. Quand on dit 2 tasses de sens, c'est que tout être humain, quand on veut s'impliquer, quand on a le goût de s'impliquer dans quelque chose, ben, il faut que ça fasse sens. Si ça n'a pas de sens pour nous, si ça ne nous stimule pas, ben, on n'a pas le goût de s'impliquer. Puis c'est la même chose pour les locataires. Il faut que ça fasse du sens pour eux aussi. Fait que des fois, on peut stimuler le sens, on peut stimuler, là, mais en même temps, il faut que ça fasse sens, donc que ça provienne des besoins qu'ils ont et non pas de nos besoins. Il faut être à l'écoute des besoins à travers les plaintes, les demandes d'aide qu'on a. Parce qu'à travers une plainte, un conflit, mais il se cache encore là un besoin. Puis comment on peut y donner un sens à ce besoin-là à travers de ce qu'on découvre au fil du temps. Il faut créer des occasions de discussion aussi à travers les cafés-rencontres, à travers plein de moyens qu'on voit à travers la distribution alimentaire qu'on a dans nos HLM. Alors, comment on crée ces discussions-là, ces liens entre nous? Pour redonner du pouvoir sur la vie de chacun. Hein, on a eu un projet de Femmes citoyennes en action qui est issu là-dedans en faisant ressortir l'importance d'être en action. C'était un petit groupe de femmes qui a été accompagné là-dedans. Ben, est sorti, entre autres, le théâtre, est sorti le besoin de vouloir exprimer des choses. Alors, tantôt, vous allez voir des petites photos là, de cette résultante-là aussi de théâtre qui a été vraiment super. On a un programme de renforcement des familles aussi, qui est un programme avec le ministère de la Justice, un programme avec une concertation avec plein d'organismes du milieu qui viennent animer des familles, alors familles d'adolescents, parents, pendant 14 semaines, où chacune en fait, où les parents continuent par faire le rôle de parents qui accompagnent des adolescents et les adolescents qui apprennent à justement leur rôle d'adolescent et comment communiquer ensemble aussi. Alors, il y a 14 thèmes. Bref, c'est testé, validé, ça fonctionne bien. Et depuis 2008, qu'on offre ce programme-là à l'intérieur de nos HLM et qui aussi permet à des familles de l'extérieur de venir recevoir ce programme-là.
Alors, 2 tasses de sens, 2 tasses de concertation. Bien évidemment, la concertation est importante, je vous le dis, je vous le redis, comme on ne peut pas faire toute seule, bien évidemment, et comment on est dans le faire-faire, on ne réinvente pas la roue. Mais en même temps, il faut pouvoir toucher aux 9 sphères de la vie. Alors, quand on parle des 9 sphères, on parle de comment prendre soin de soi, comment ça va au niveau de ta santé, dans ton intimité, est-ce que c'est OK? Au niveau de ta famille, comment ça va? Est-ce que tu as des gens autour de soi? Est-ce que tu as un réseau social? Est-ce que tu réussis à avoir des activités, à avoir du plaisir? Comment ça va au niveau du travail? Comment ça va au niveau de tes finances? Comment ça va au niveau de ton environnement en général dans ce que tu vis? Alors, il faut tenir compte de toutes ces sphères de vie-là quand on intervient. Alors, il y a des actions qui sont faites plus pour viser un de ces items-là, une de ces sphères-là, mais quand même, c'est très important. Il faut être présent dans le quotidien, le vivre ensemble. On loge quelques partenaires dans nos HLM, et justement pour être plus près des locataires. Alors, ils offrent un service davantage à nos locataires. Ils travaillent en concertation avec nous et le locataire. Et l'important là-dedans, c'est de ne pas faire à la place d'accompagner les locataires. Quand je dis montrer à pêcher, c'est en fait, c'est les aider à pouvoir le faire seuls. Des fois, ça prend du temps. Des fois, ça se peut qu'on donne la main un peu. Mais en même temps, de redonner confiance en soi, en ses capacités, bien, ça prend le temps. Alors, puis en même temps, bien, ça prend l'accompagnement, puis avec plusieurs sortes d'activités qui existent, à justement leur permettre de croire en leur potentiel. C'est important de croire en leur potentiel. On en a tous des compétences, on a tous un potentiel aussi. Puis à l'intérieur de ça aussi, il faut prendre soin du partenaire avec qui on travaille. C'est important de prendre soin des gens avec qui on travaille. On est dans le prendre soin de notre équipe, prendre soin de locataire, mais prendre soin du partenaire aussi. Fait qu'ensemble, il faut se donner des moyens pour justement se donner la petite tape sur l'épaule qui dit c'est le fun de travailler avec toi, c'est le fun, le soutien que tu apportes, c'est le fun. Puis il faut que ça se fasse dans le plaisir aussi. Alors, c'est important de prendre soin d'eux. Alors, 2 tasses de centre, 2 tasses de concertation, 2 tasses de don de soi aussi. On se rend compte que, je vais m'en aller, je vais continuer. Attendez un peu. Je ne suis pas très technique, mais j'ai réussi. Alors, c'est plus facile de donner dans la vie que de recevoir. C'est souvent plus facile de prendre soin de l'autre que de prendre soin de soi, on sait ça. Alors, on veut que la personne puisse offrir aussi. On veut que la personne se sente, c'est davantage valorisant de pouvoir offrir aussi des choses. Alors, quand quelqu'un vient chercher un service, bien, qu'est-ce qu'elle peut nous donner en échange de ça? C'est quoi les compétences qu'elle a? Alors, comment on peut lui aider justement à les reconnaître, mais aussi à offrir. Alors, ça peut être, j'ai inscrit mon enfant à l'aide aux devoirs, mais je m'engage à travers ça à venir donner un coup de main. Bien, dans l'aide aux devoirs, je ne suis pas très bonne. C'est pour ça que j'ai inscrit mon enfant, parce que je ne suis pas très bonne dans les mathématiques et tout, mais en même temps, je pourrais couper les légumes pour faire justement permettre aux enfants de grignoter un petit peu pendant le temps qu'ils font de l'aide aux devoirs. Bref, c'est comment tu peux t'intégrer là-dedans, comment tu peux offrir quelque chose, mais aussi on prend en note c'est quoi les compétences des gens. On a une grille qu'on a fait qui s'appelle « T'es bon dans quoi ?» qui démontre les compétences. Fait qu'on la fait remplir souvent, cette grille-là. Puis à travers ces compétences-là, on peut savoir dans un secteur bien combien on a de personnes qui sont artistiques. On a un projet d'art qui pourrait peut-être lever. On va chercher ces gens-là pour les impliquer, de dire hey, ça te tente-tu? Vous êtes plusieurs, qu'est-ce que ça te tenterait de faire? Bref, ils sont sollicités là-dedans. C'est important de donner suite à ce qu'on fait aussi. Puis, c'est ça. Puis, créer des occasions comme on a des haltes garderies à travers de nos ressources qu'on loge. Puis, ces haltes garderies-là permettent aux gens, aux parents, aux familles, à pouvoir aller retourner à l'école, aller voir le médecin, aller chercher de l'emploi. Alors, bref, parce que d'avoir accès à une garderie qu'on appelle plus la crèche en Europe, mais c'est justement, c'est pas facile. On en manque des garderies. Alors, de permettre, on veut que les gens puissent être leviers pour les familles, pour justement leur permettre d'aller acquérir des compétences et tout, bien, il faut leur donner les moyens aussi d'y arriver. Et je termine la recette en disant 2 tasses de compétences. On en a tous des compétences. Reconnaître les compétences. Moi, je vous ai parlé un petit peu tantôt de notre grille, t'es bon dans quoi, qui reconnaît les compétences. Mais ça nous permet, c'est un outil. Et il faut se servir de cet outil-là quand on la met en application, cependant.
Alors, maintenant, je suis rendue à vous présenter quelques résultats. Je vais vous présenter 3 projets mobilisateurs. Là, on voit des photos de gens qui soit célèbrent leur association, qui soit s'impliquent, sont en train de faire des arts, fêtes de Noël, et bref, on voit quelques belles photos à cet effet-là. Et je vais vous parler de 3 projets un petit peu plus en particulier. Une entente qu'on a avec la santé. Je vais vous parler aussi d'un immeuble qu'on a de 36 unités de logement, de personnes qui sont un peu plus fragilisées. Puis je vais vous parler aussi d'une entente qu'on a avec un milieu scolaire davantage. Alors, au niveau du cadre de référence sur le soutien à logement social. Alors, cette entente-là, en fait, c'est une entente avec la Société d'habitation du Québec et le ministère des Santé et des Services sociaux qui s'est faite en 2007. C'est une intervention intersectorielle des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l'habitation. En est résulté une entente cadre et nous autres, voici comment on l'a utilisé, cette entente cadre-là. Alors, on a fait une entente avec le CIUS, avec le réseau de la santé, pour travailler le maintien à domicile des personnes âgées de 65 ans et plus. On se disait que si on a une infirmière dans nos milieux, puis une travailleuse sociale, on va pouvoir permettre davantage d'avoir accès aux personnes, de créer des liens avec eux, de pouvoir faire des projets avec eux. Et partir de la santé, c'est un peu moins confrontant d'aller te faire prendre ta tension artérielle. À travers ça, tu jases un peu. Puis ça te permet justement, après ça, de pouvoir discuter avec la personne, puis d'avoir un accès avec les autres services de la santé. Et ce qui fait qu'il, par année, il rencontre à peu près 1150 personnes par année. Il rejoint 1150 personnes par année. Notre infirmière clinicienne, elle fait plus de 1145 interventions par année. Puis notre travailleuse sociale, c'est environ 500 interventions. Des interventions peut-être un petit peu plus pointues. Ils font de l'intervention individuelle. Ils font de l'intervention de groupe aussi. Puis ils sont réseautés avec nous, avec les autres partenaires. On est toujours tous ensemble, puis avec la personne au centre, bien évidemment. Alors, quand j'écris que c'est partir des mots, de ce qui me fait mal physiquement, pour se rendre jusqu'aux mots, pour pouvoir le verbaliser, c'est là-dedans qu'on se situe. Alors, il y a un plan d'action qu'on a fait avec, justement, au niveau des personnes âgées, bien évidemment. Et là-dedans, il y a 5 objectifs. C'est d'augmenter le sentiment de sécurité, favoriser la santé globale, réduire les situations de conflit et briser l'isolement, ainsi que favoriser l'autonomisation. Alors, à travers plusieurs activités, on a la vaccination, on a la prise de tension artérielle, on a la présence dans les milieux, il y a des conférences, des ateliers, des repas rencontres, des fêtes, des rencontres de mobilisation en lien avec des situations problématiques. Exemple, dans un milieu, il peut arriver que des gens soient victimes d'intimidation. On va travailler avec l'intimidateur, on va travailler avec les gens qui sont victimes aussi. Parfois, l'intimidateur, il ne sait pas qu'il fait de l'intimidation. Alors, on va travailler à lui faire prendre conscience de tout ça. Mais on va aussi faire des rencontres d'information à travers le milieu pour dire, bon, quand il arrive des situations où tu sens que ta sécurité ou bien tes droits sont compromis, qu'est-ce que tu peux faire? À quelles ressources tu peux faire? On fait un rappel souvent des ressources. Parce que parfois, on a l'impression que quand ça arrive, la situation, les gens ne se souviennent plus où ils peuvent aller. Alors, en faisant des rappels réguliers, on en fait de plusieurs façons. À travers, on a un journal qui paraît quelques fois par année, qui s'appelle le Info HLM, je pense que c'est aux 4 mois. Puis, on a aussi d'autres façons de rappeler, justement, en faisant ces rencontres-là. Alors, c'est des rencontres de concertation. On peut avoir la police qui vient parler, on peut avoir des centres d'accompagnement qui viennent parler aussi, on peut avoir le centre de prévention aussi, suicide, qui va venir à travers ça parler justement au niveau des fragilités, comment on peut faire pour aider quelqu'un, comment on peut faire aussi pour avoir accès à de l'aide. Alors, avec ces 2 personnes-là, ils ont mis en place avec les locataires des comités d'accueil. Alors, dans tous nos immeubles retraités, en tout, on a 100, je n'ai pas dit le nom tantôt, mais on a 124 bâtiments. Alors, dans tous nos bâtiments aînés, on a tous des comités d'accueil, c'est-à-dire que c'est des locataires qui vont accueillir les nouveaux locataires. C'est sûr que pour avoir accès au comité d'accueil, il faut que la personne ait donné son autorisation. Fait que si on est sûr que ça a donné, on ne va pas imposer
excusez, je m'attends en double. Merci, Prudence. Alors, les comités d'accueil, il y a des gens qui vont s'occuper de la distribution et de l'affichage. En fait, il y a déjà beaucoup de liens avec des locataires, justement, pour continuer à être très actifs, puis justement, selon les intérêts, comme on dit tantôt, les compétences, voici, moi, je peux faire ça. Alors, c'est là-dedans que ça se résout aussi. Et de 2015 à 2022, on a eu la chance d'avoir dans nos locaux une clinique communautaire universitaire. On avait là-dedans, on a eu des stagiaires en kinésiologie, en chiropratie, en podiatrie et en orthophonie qui venaient dans nos milieux offrir des services à nos locataires. Alors, pour les 18 ans et plus. Malheureusement, c'est terminé en 2022. La COVID ne nous a pas aidés parce que c'était difficile aux stagiaires de pouvoir venir dans nos milieux, puis des locataires de pouvoir aller vers les stages. Fait que ça a été difficile. Et finalement, il y a une clinique universitaire qui existe à l'université. Alors, les locataires ont été invités à continuer, mais justement, avec tout l'encadrement de l'université, puis ça a dû finalement cesser nos actions avec eux. Cependant, comme je vous dis, on continue d'avoir le lien. Puis, comme en une année, ils pouvaient rencontrer à peu près 103 personnes. Ça recouvrait 54 stagiaires, donc il y avait beaucoup de monde. Et l'âge moyen des personnes qui rencontraient, c'est 63 ans qui était l'âge moyen des personnes rencontrées. Et ce qu'on nous mentionnait, c'était l'importance, en fait, quand ils arrivaient, il y avait plusieurs personnes qui étaient vraiment mal en point au niveau physique. Les stagiaires trouvaient qu'il y avait c'était vraiment des situations complexes souvent à pouvoir amener. Ils se demandaient comment les gens avaient fait pour vivre avec autant de douleur. Puis on sait que la douleur physique, ça n'aide pas à être très patient non plus. Puis finalement, ça se dégringole sur bien d'autres points. Alors, de pouvoir donner un coup de main à cet effet-là pour un mieux-être physique et après, ça aide à plusieurs niveaux par la suite. Alors, c'était vraiment une belle concertation. Qu'on continue d'une autre façon maintenant. Maintenant, je vais aussi placer quelques petites photos aussi pour ramener un peu à quoi ça pouvait ressembler, à quoi ça peut ressembler les échanges. Et je vous dis aussi qu'il y a des locataires qui ont des compétences, bien évidemment, comme je vous dis tantôt, qu'on en a tous. Et on les utilise quand les gens disent, ben moi, j'ai des compétences en art, fait qu'on a des locataires qui vont donner des ateliers d'art. Il y en a d'autres, ça va être au niveau du yoga, de l'étirement et tout. Bien évidemment, on s'assure qu'il n'y a pas de danger et qu'ils sont bien accompagnés là-dedans, mais c'est le fun de pouvoir se servir des compétences du monde que l'on a aussi. C'est très, très, très agréable et très beau à voir. Et c'est encore d'autres, des photos finalement de plus d'activités récompenses, qu'on pourrait dire, d'activités bonbons pour les remercier de toute leur implication. Et quand je vous disais tantôt avec le projet que j'ai glissé moi un petit peu de femmes citoyennes en action, qui a donné le goût du théâtre, voici quelques images où il y a une pièce de théâtre qui a été présentée devant le public dans un centre culturel lors de la semaine des découvertes culturelles. Alors bref, ça a été vraiment des belles réussites. Les gens se sont découverts à partir de ça. J'avais des locataires qui faisaient partie de cette troupe-là, qui étaient des locataires parfois qui pouvaient avoir des difficultés relationnelles beaucoup, et qui, à travers ça, on les a connus d'une autre façon. Ça a été vraiment le fun de les découvrir. Bref, c'est des belles activités, des belles réalisations aussi. Maintenant, je vous parle plus du volet Accès Logis Saint-Philippe. En fait, c'est 36 logements dans un même immeuble qui, en fait, quand on dit Accès Logis, c'est un peu le nom du programme que vous appelez peut-être plus très social, comme, puis on me disait, le projet Paris Habitat, puis l'OPH de Lyon. Après, ça peut ressembler à ça. C'est des logements que l'on a pour des personnes qui sont à risque de rupture sociale. Ça a débuté en juillet dernier. Alors là-dedans, on a des personnes qui sont victimes de violences conjugales. Il y en a qui ont des parcours qui sont vraiment, qui partent de loin, mais qui sont qui sont rendus à avoir les capacités. C'est sûr que ce n'est pas des gens qu'on prend nécessairement qui sont des sans domicile fixe tout de suite. Ils ont travaillé avec les ressources qui travaillent davantage avec les sans domicile fixe. Puis nous, on travaille avec ces ressources-là pour dire, OK, la personne serait prête à venir avec nous et on travaille avec eux.
entre autres. J'ai beaucoup, ils peuvent provenir de d'autres références aussi. Alors, ce sont 36 logements, 36 personnes. J'en ai là-dedans qui ont des familles, qui ont des enfants avec eux. Alors, ça fait depuis 2018 qu'on prépare ce projet-là. Il y a eu beaucoup de concertation avec les partenaires. Ce qu'on voulait dans ce projet-là, c'est qu'on puisse travailler davantage la mixité sociale. Alors, en fait, travailler sur les compétences du milieu extérieur et les compétences des gens qui habitent le projet. On veut pouvoir permettre à des personnes qui habitent ce projet-là justement à démontrer, à transmettre les compétences, puis on veut qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent aussi transmettre leurs compétences. On a été visiter une ressource à Québec qui s'appelle Sherpa, qui fonctionne un peu comme ça et qui, dans cette ressource-là, avait sur toute sa devanture une vitrine où il exposait les travaux, les réalisations des gens qui allaient chercher des cours. Alors, tant des gens citoyens que des gens faisant partie du projet. Alors, on a trouvé ça en tout cas très, très, très intéressant, très allumant. Alors, depuis ce temps-là, ben, nous, on part ce projet-là actuellement. On a une petite vitrine à l'entrée qui va servir justement à exposer ce qui va être fait avec les gens. Fait que j'ai 2 intervenants qui sont là. J'ai une intervenante à la vie communautaire qui travaille la cohésion, qui accompagne les gens pour faire des projets collectifs, l'implication citoyenne aussi, avec les liens avec la collectivité. On prête notre salle pour qu'il y ait des réunions qui se fassent aussi, comme dans le milieu dans lequel se trouve cet immeuble-là. Il y a des rencontres de revitalisation de ce quartier-là qui se font. Alors, nous, l'Office, on fait partie de ces rencontres de revitalisation-là. Mais ils viennent faire leur rencontre dans l'immeuble, ce qui fait qu'il y a des gens, des participants de notre projet qui viennent assister et des gens de l'extérieur qui viennent aussi. Alors, ça amène une belle circulation d'énergie, je dirais. On a une intervenante liaison aussi qui est arrivée récemment, qui facilite les liens avec le réseau de la santé lors des situations plus d'urgence, quand les gens ont besoin parce que des fois, on recule un peu pour mieux rebondir, pour mieux se donner un élan pour avancer, mais ça arrive. Ça arrive des situations où on a des rechutes. Ça arrive. Alors, il faut être capable de pouvoir aider la personne à se ragripper à la montagne, à pouvoir continuer à escalader la montagne et non pas perdre pied là, trop longtemps. Alors, on est là en filet, tant et aussi longtemps que la personne le veut, le désire, bien évidemment. C'est ça. Alors, on a des espaces pour pouvoir s'exprimer dans tout ça. Alors, voici une photo. C'est pas parce qu'il y a encore des travaux qui ne sont pas finis, fait que c'est les photos des plans, mais ça ressemble quand même beaucoup à ça. Alors, on voit l'édifice plus à l'extérieur en arrière. Alors, il y a un espace table, un espace justement qu'on va pouvoir faire probablement des idées de jardin en bac. Il va y avoir des choses qui vont se faire là aussi. Puis, on voit en plus petit un petit peu en avant, là, ici, c'est la partie de la vitrine avec la porte d'entrée. Fait qu'on va pouvoir exposer. C'est pas une super grande vitrine, mais c'est quand même assez grand pour qu'on puisse voir de l'extérieur et que ce soit intéressant à voir. Maintenant, le dernier projet, c'est l'entente avec un collège, en fait, c'est des stagiaires d'une quinzaine d'années de scolarité. C'est plus au niveau des travailleurs sociaux, mais un petit peu plus terrain. On les appelle les techniciens en éducation spécialisée. Alors, on est rendu au 5e groupe, 5e cohorte depuis 2021. C'est environ 50 étudiants qui se sont investis jusqu'à maintenant. Il y a à peu près 200 locataires qui ont été touchés aussi. Puis, c'est des stages qu'on veut en continu. C'est des stages qui, quand on fait un projet, on veut qu'ils se poursuivent dans le temps. On ne veut pas avoir à recommencer. C'est sûr qu'on a des nouveaux élèves, mais le projet continue. Quand il y a des choses qui fonctionnent, on fait des projets avec les locataires, ben, on veut qu'ils se poursuivent dans le temps. Alors, on a ça. Quand c'est commencé en 2021, c'était vraiment super. C'est qu'on avait un logement disponible. Il restait 2 mois de disponibilité de ce logement-là. Alors, le Collège La Flèche nous a demandé, bien, on aimerait faire des mises en situation avec nos étudiants pour lorsqu'ils font des visites à domicile, qu'ils puissent, quand il arrive à une situation où la personne est en détresse ou autre, qu'ils puissent savoir comment faire, puis qu'ils puissent le vivre. Alors, on trouvait ça intéressant, mais en même temps,
on avait eu le projet Femmes citoyennes en action, que je vous disais tantôt, où les gens se sont exprimés. Fait qu'il y avait de ces gens-là qui habitaient là, puis qui, au niveau du théâtre, ça avait comme sorti un peu. Alors, on est allé rechercher ces gens-là, savoir s'ils avaient le goût de s'investir dans ce projet-là et de pouvoir être des acteurs avec les étudiants pour que, justement, ça soit encore plus vrai. Écoute, ça a fonctionné, ça a été bien le fun pour les locataires qui ont participé, puis les étudiants, parce qu'on se rend compte à travers les stages comment c'est du donnant-donnant, comment c'est intéressant pour le stagiaire, puis comment c'est intéressant pour le locataire aussi. Ils se transmettent du savoir, c'est vraiment le fun. Alors, c'est ça, il y a toujours la valorisation des compétences des locataires, le lien de confiance. On cible des milieux aussi. Là, actuellement, on a des cafés-rencontres dans plusieurs de nos milieux qui vont se mettre avec des équipes de deux étudiants par milieu et qui vont travailler avec les besoins qui ressortent aussi, à créer, à faire des projets. Bref, on les a avec nous autres. C'est super intéressant. Puis, ils travaillent sur des outils de travail, des pictogrammes, bref, des outils qui vont nous rester aussi. On a des besoins, comment rejoindre davantage les locataires, comment mobiliser davantage par rapport à telle problématique. Bien, ils vont travailler, ils vont faire des recherches, ils vont nous aider dans notre mise en application de moyens. Alors, c'est bien intéressant, cette implication-là. Et je termine avec quelques fiertés qu'on a de l'Office. On a eu 2 prix de distinction, un en 2019 puis un en 2022. On a eu la distinction de l'université, c'est Bac 2 là, que vous appelez plus, dans la catégorie partenariat, entre autres avec le projet que je vous parlais un petit peu tantôt, qui est plus la clinique communautaire universitaire. Fait que c'était en lien avec ça. On a eu cette distinction-là. C'est la première photo que l'on voit ici en haut. Et on a eu aussi le prix Chamberlain, qui est le prix désigné par des ressources du milieu. Alors, les ressources ont à voter pour des partenaires, des organisations auprès de qui ils trouvent que c'est important. Il y a plusieurs catégories, mais dans la catégorie partenariat, bien, on a eu le prix en 2022. Ça fait 2 fois qu'on a ce prix-là aussi par les ressources du milieu. Puis c'est vraiment très, très, très touchant. Alors, ça, c'est la deuxième photo où on est là. Puis, on a fait un sondage réalisé en 2023, en août dernier, justement pour savoir, pour valider sur comment nos différents services, comment on est perçu. Et on a un taux général de satisfaction de la clientèle de 90 %. Alors, c'est vraiment tant pour nos services immobiliers, services administratifs, services à clientèle, l'accompagnement social qui est mesuré là-dedans. Alors, on est très fiers de ce taux-là, bien évidemment. C'est un beau travail de concertation entre toutes nous autres. Alors, je termine avec ça. Si vous avez des questions, merci beaucoup de m'avoir. J'espère que j'ai été assez claire. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Linda. Voilà, je tenais vraiment à vous adresser nos remerciements pour cette brillante présentation et surtout, présentation qui montre bien évidemment la densité des projets que vous mettez en œuvre dans le cadre de votre mission de service public. Nous allons donc passer à la phase des questions-réponses. Nous allons prendre 5 questions pour permettre en tout cas à Linda de répondre en bloc. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Alors, Michel Masreno a levé la main. Vous avez la parole. Alors, le procédé est le même. Vous activez votre micro et à la fin de votre prise de parole, vous désactivez. Donc, je vous prie vraiment d'être concis parce qu'on a que 3 quarts d'heure pour poser les questions et répondre. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Bon. Oui, bonjour. Oui, merci beaucoup pour cette magnifique présentation. J'ai raté quelques vues de départ parce que j'avais des problèmes avec Teams. Là, je suis à l'Université de Montréal et de temps en temps, ça cafouille un peu. J'avais 2 remarques que je faisais. Bon, d'abord, félicitations, bien sûr, pour cette présentation et puis pour ce qui a été présenté. Mais je voulais faire 2 remarques. La première, bien sûr, le travail extraordinaire des tables de concertation et surtout dans le cadre en plus de Montréal, et aussi, ça a été un peu passé sous silence, c'est aussi quand même une réalité d'une certaine faiblesse ou parfois d'une certaine incapacité d'opérative ou opérationnelle du politique. Je veux dire, la naissance des tables de concertation. Donc ça aussi, c'est très particulier du modèle ici, qui est un modèle extrêmement intéressant et qui peut être recopié.
qui n'est pas très comparable au modèle français. Je pense que le problème des tables de concertation serait absolument inadaptable ou très peu adaptable dans un système français où il y a un État omniprésent. Donc c'est un peu la compensation, c'est quand même la puissance des citoyens ici, et l'opérativité des citoyens est liée à une faiblesse et compense une certaine faiblesse du politique. C'est l'éléphant dans la pièce, il ne faut pas se le cacher. La deuxième, ça c'est plutôt une question, c'est comment vous verriez le changement d'échelle, parce que ce qui a été présenté, c'est des opérations extrêmement pointues, extrêmement fortes, extrêmement sociales. On ne peut que s'en féliciter, mais qui sont quand même à des relativement petites échelles, alors que bon, tout le monde sait, et c'est dans toute la presse canadienne et québécoise, le problème du logement, le problème de l'hébergement, le problème de la santé lié au logement est colossal. Donc, comment vous verriez logiquement un changement d'échelle? Est-ce que c'est par la multiplication des tables de concertation ou d'autres moyens, ou plus d'intervention d'État? Enfin, je ne sais pas. Voilà, c'est une question que je pose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Reynaud. Oui, puis s'il y a d'autres personnes qui veulent y répondre aussi avec moi, il n'y a pas de problème. Puis je prétends pas avoir la sagesse de tous ces, de répondre je vais répondre avec ce que je pense dans tout ça. Moi, c'est sûr que la force du nombre a son importance quand on se relie ensemble, quand on n'est pas toute seule. Hein, on peut pas agir seul dans une situation comme ça. Et il faut aussi, tant pour le milieu politique que le milieu dans lequel nous sommes, que ça fasse sens pour eux aussi. Je pense que le sens doit avoir son importance. Il faut que ça fasse du sens. Et d'investir dans la prévention, c'est tellement quelque chose d'important, puis en même temps tellement quelque chose de difficile à numériser, pas numériser, mais à rendre concret. La prévention, ce n'est pas concret. On ne voit pas les effets rapides à court terme, on voit les effets à long terme. Alors, comment c'est important de s'associer avec, entre autres, le réseau universitaire pour justement qu'ils puissent avoir, quand il y a un projet, qu'on puisse avoir le lien avec l'université qui va évaluer les retombées de tout ça aussi, pour que ça donne un levier, justement, politique, pour dire, voici, ça donne ça, c'est important. Comme le projet que je vous parlais tantôt, le programme de renforcement des familles, c'est un programme qui est validé, qui est testé. L'université est constamment en train de valider, en train de vérifier les impacts de ce projet-là. Mais c'est pour ça qu'il marche. Il marche encore, puis il y a de l'investissement, il y a du financement qui est abordé. Oui, on travaille fort pour que le financement continue à être accroché, mais c'est ça aussi. Fait que si on veut intéresser le politique, bien, il faut aussi que ça fasse sens pour les politiques. Il faut qu'on leur démontre ça, puis pour démontrer, bien, ça prend du concret. Donc, ça prend des expertises. Fait que moi, je pense que ça, c'est une vue à considérer. Puis, comme je disais, la force du nombre, bien, il n'y a pas juste une façon de pouvoir faire des projets, il y a plusieurs façons. Alors, puis de s'associer ensemble, de ne pas fonctionner en silo. Hein. On peut avoir tendance, des fois, on a tellement de choses qu'on a de la misère, des fois, mais il faut être ensemble. Alors, est-ce que ça répond un peu à votre question, monsieur? Est-ce que ça... Oui, merci. S'il y en a d'autres qui veulent dire, ajouter des choses, n'hésitez pas. Y aurait-il d'autres prises de parole? Madame Longré, à vous la parole. Oui, je vous remercie. Mais tout d'abord, je voulais remercier Madame Guimond pour sa présentation. Alors, moi, je vous parle de Charleroi. Je suis au Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, donc à Charleroi. Et en fait, avant de rebondir sur ce que M. Reynaud a dit, je voulais souligner à quel point j'ai trouvé des éléments de ressemblance avec les démarches que nous tentons de développer dans le cadre de notre politique du logement. J'ai trouvé, par exemple, le fait de placer l'habitant au centre des préoccupations, le fait de rechercher la manière dont chacun peut être utile à la communauté dans laquelle il vit, comment on peut valoriser les compétences des uns et des autres, etc. Donc, c'est toute une série de choses qui ont beaucoup de sens pour nous également. Et alors, j'ai été aussi frappée par le fait que vous disiez à quel point il est important de prendre soin de ses partenaires. Et c'est quelque chose qui, je me suis dit, mais évidemment, parce que, et j'en reviens à ce que M. Reynaud évoquait, pour développer ce genre de choses et toucher autant d'aspects qui concernent les personnes, il faut travailler à plusieurs.
Il faut donc accepter les différences, les enjeux de chacun, etc. C'est un effort constant et c'est important d'alimenter un cercle vertueux avec les partenaires. Et par rapport à ça, pour faire le nombre, il me semble que le plus important, c'est de multiplier les interventions locales, de permettre des synergies entre elles, mais de permettre à ce que chaque dynamique locale puisse se développer, parce que ça ne peut fonctionner, et c'est vraiment ce que je pense, Madame Guimond, ce que vous avez dit, avec la participation de tous, et les habitants y compris, et les services et les intervenants locaux. Donc voilà, c'était un peu, moi, il me semble que l'important serait de multiplier les spécificités, de permettre à chaque quartier de développer les siennes. En tout cas, encore merci beaucoup pour votre présentation. Fait plaisir, merci à vous. Merci beaucoup. D'autres prises de parole? D'autres questions, interventions, commentaires? Oui, allez-y, Linda. J'aimerais ajouter que pour faire tout ça, ça prend du temps. C'est long parfois arriver à des résultats. Il ne faut pas se décourager, bien évidemment, mais ça prend du temps, puis ça prend du monde, ça prend des gens. Fait que, j'en profite encore pour remercier la Société d'habitation du Québec qui nous permet, par des sources de financement, de pouvoir poursuivre et de croire en nous là-dedans. C'est sûr qu'il ne faut pas arrêter d'investir là-dedans, mais ça prend beaucoup de monde. Hein? C'est pas en 15 minutes que ça se règle une situation quand on est avec quelqu'un qui est en souffrance. Ça prend le temps. Il faut avoir le temps de regarder tout ça. Qu'est-ce qui a essayé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Parce que dans la vie, tu te dis, bon, OK, la personne peut dire, non, j'y arriverai pas. Bon, bien, rappelle-toi d'une situation où ça a fonctionné, que tu étais fier de toi. Rappelle-toi, il y a souvent quelque chose dans la vie qu'il y a quelque chose qui a fonctionné. Alors, oh, la personne fouille dans ses souvenirs, puis là, se rend compte, ah oui, je me souviens d'eux. Et là, on part de ça. Si ça a marché une fois, pourquoi ça ne peut pas marcher deux fois? Alors, on va reprendre ça. Mais tout ça, ce temps-là qu'on prend pour faire ça, bien, on n'est pas en train de répondre à une autre demande, puis on a beaucoup de monde qui font des demandes. Fait que ça prend du monde pour répondre à tout ça. Mais il faut prendre le temps. Puis c'est des petits pas, des fois. Puis même si ça recule un peu, ils ne perdent jamais tout parce que ce qu'on investit en eux, quand les gens, on dit qu'on met des outils dans notre sac à dos. Hein, on rajoute des outils, puis à un moment donné, ben, on en a besoin, puis on en prend un, puis on l'utilise. Mais on ne recommence jamais à neuf quand on investit. On poursuit. Merci infiniment. Monsieur Henrich a levé la main. On vous laisse la parole et Monsieur Youkou prendra la parole après. Merci. Bonjour madame, petite question rapide. En fait, moi je suis organisateur communautaire dans un CIS, donc CIS ou les CIUS, là, on nous connaît. Donc j'apporte depuis quand même quelques années un soutien à différents milieux en lien avec l'accompagnement, bon soutien communautaire, en logement social. Ma question est la suivante, là, moi je suis plus en Montérégie-Est, dans des plus petits territoires bien sûr. Les projets sont souvent portés par des équipes très petites, donc 2 pour un ratio peut-être de 600-700 locataires. Ma question très simple pour peut-être pour d'autres, est-ce que c'est donc vous aviez vu le projet là, qui est l'équivalent de ce qui est financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, mais vous êtes quand même une grande équipe là, pour réaliser tout ce que vous avez montré ce matin. Les budgets vous viennent de l'Office ou d'autres sources pour avoir une équipe de 9 là, qui réalise tout ça? Donc, les sources de financement, s'il vous plaît. Merci. Oh, ça, c'est en fait, quand je disais qu'au niveau de l'entente, là-dessus, j'ai 3 employés. Ben, ce n'est pas mes employés, c'est des employés du CIUS là, qui proviennent de l'entente cadre, j'en ai 2, plus un qui provient de l'entente qui s'appelle le ICRL. C'est pour justement aider à favoriser les personnes qui sont plus à risque, plus fragilisées, justement, à remettre. Fait que ça, c'est cette entente-là. Les autres, on a des budgets, je vous dirais, on s'associe avec, il y a des projets qu'on va aller chercher du financement aussi. Je n'ai pas un si gros financement que ça pour justement avoir tant d'intervenants, mais en même temps, il y a on saisit les projets qui
que ce soit ID2M ou autre. Mais au niveau des financements, je ne pourrais pas vraiment t'en dire plus. Je le sais qu'on doit tricoter pour pouvoir en attacher. C'est sûr qu'on aurait comme besoin, parce qu'on a là-dedans des personnes qui sont à contrat, on a des, mais en même temps, il y a des personnes qui font partie des ressources qu'on a déjà, qu'on peut, comme Equijustice, c'est un petit contrat qu'on a avec eux, qu'on utilise. Mais c'est des contrats dans le temps qui attendent heures semaine. On n'est pas à du 24 heures, on n'est pas à du 40 heures semaine, c'est-à-dire. Mais on réussit avec tout ça. Puis c'est pour ça que quand on continue à dire qu'on a des besoins qui sont grandissants quand même, parce qu'on a une clientèle qu'il ne faut pas oublier qui s'alourdit. On a de plus en plus de gens qui sont fragiles au niveau de la santé mentale et ça prend une expertise puis ça prend du temps. Bien, ça aussi, il faut être capable d'aider. On n'est pas dans, comme je disais tantôt, on n'est pas le centre de santé, on n'est pas la police, on n'est pas l'urgence, mais on va travailler avec eux. Mais il faut quand même, en fait, le défi, c'est aussi quand la personne se désorganise puis qu'elle ne veut pas rien savoir d'aucune ressource, mais qu'elle désorganise son milieu dans lequel elle se trouve, là, on a besoin d'avoir du monde avec nous autres qui sont un peu ferrés pour travailler et travailler avec les ressources, bien évidemment, parce qu'il y a des gens qui habitent autour qui ont le droit d'avoir une quiétude. Puis quand tu désorganises, tu n'es pas nécessairement en contrôle de tout. Fait qu'on veut s'assurer d'un filet de sécurité pour tout le monde. Alors, c'est ça. Oui, ça prend une équipe, mais ça prend aussi les moyens, puis ça prend aussi les réseaux, les touches. Mais si tu as besoin de plus d'informations un petit peu plus pointues, on pourra regarder avec les services administratifs à cet effet-là. Mais on a des petits contrats, là, comme je dis, là, pour aller chercher un peu de soutien. Là. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Yuku a levé la main. À vous la parole. Oui, merci pour la parole. Je vais commencer par remercier la dame par rapport à la présentation. J'ai une petite question, je sais, en rapport avec l'attribution, par exemple, des logements aux demandeurs d'aide, si on peut le dire dans ce sens-là. Quels sont les critères d'attribution? Est-ce que, à la longue, une personne qui a reçu cette aide est-elle encore la perdre? C'est ça un peu ma petite préoccupation. Merci. J'aimerais que vous puissiez, en fait, la personne qui habite, qui est dans nos logements, je n'ai pas bien compris la fin de votre demande. Puis-vous répéter, s'il vous plaît? Il évoquait les critères d'attribution des logements. Oui. Critères d'attribution. Ouais, en fait, c'est la seule, c'est les critères au niveau des revenus, c'est la seule partie où on peut comme dire qu'on fait la seule, on peut appeler ça de la discrimination, c'est la seule limite qu'on met. Fait que pour une famille, pour une personne seule, il y a des limites au niveau du montant qu'elle peut avoir comme revenu par année. Puis ça, dépendamment d'eux, ça change aussi annuellement selon les taux. Fait qu'il y a au niveau justement des revenus de la personne, il y a un coût que la personne est arrivée dans nos HLM. En fait, si ses revenus diminuent durant l'année, elles peuvent demander une réduction de logement. Mais si ses revenus augmentent, on va réévaluer après un an qu'elle est arrivée justement où en sont revenus les revenus. Si une personne se découvre qu'elle trouve un emploi, alors on a le logement protégé qu'on appelle, qui durant les 3 ans, je pense, que la personne va pouvoir justement avoir un maximum de 100 $, maximum d'augmentation, justement pour lui permettre de continuer à travailler aussi, puis après ça, de pouvoir choisir si elle veut continuer à demeurer en HLM ou bien s'en aller à l'extérieur. Parce que c'est toujours 25 % des revenus. Plus tes revenus augmentent, plus ton coût de logement augmente aussi. Alors, c'est là-dedans que ça se situe. Fait qu'on a le logement protégé. Mais au niveau des revenus, c'est sûr que combien ça équivaut en euros, ça, je ne le sais pas. Mais on peut avoir, il y a 22 000, je pense, pour une personne seule. Mais les chiffres ont changé, puis c'est pas moi, je ne suis pas dans l'attribution. Mais ceci dit, dépendamment si tu es toute seule, si c'est une famille, c'est vraiment des revenus très faibles revenus, finalement, qui permettent justement à la personne, en payant 25 % d'avoir plus de possibilités dans une année. Mais je pourrais aller chercher les chiffres, si vous voulez là, on a notre site qui vraiment donne toutes ces informations-là. Si vous voulez, je peux aller vous donner l'information, aller chercher rapidement sans problème. Est-ce que ça répond un petit peu à votre question, monsieur? Monsieur Yuku, vous êtes toujours en ligne? Je suis là, je suis là.
Alors, est-ce que la réponse a été apportée à votre question? Bon, à 80. 80%? Qui manque un... il manque quelques pourcentages. Monsieur Jean-Pierre Amand également a levé la main. Monsieur Amand, vous avez la parole pour votre question. OK. Merci beaucoup, Prudence. Merci beaucoup à la conférencière, Madame Lida. Ma question se situe au niveau de l'accompagnement. Est-ce qu'ils sont accompagnés par des banques et puis quel est le processus encore? Je reviens encore sur la question du précédent intervenant. Voilà, quelle est la procédure pour des personnes à faible revenu pour acquérir ces logements sociaux-là? Et puis, est-ce que le groupement est accompagné par des banques, peut-être qu'il les financent? Voilà, des choses comme ça. Merci bien. Merci beaucoup. En fait, pour avoir accès à un logement social, il faut que tu puisses faire une demande de logement. Alors, les gens peuvent se présenter ici à l'office pour rencontrer quelqu'un, pour justement voir qu'est-ce qui fait que, est-ce qu'ils ont tous, il faut savoir c'est quoi les revenus. Alors, qu'est-ce qui est le rapport, on fait des impôts annuellement, il faut qu'ils aient fait leur rapport d'impôt. Ils ont des documents à fournir pour leur admissibilité. Quand les gens font une demande, il y a un comité de sélection qui évalue tout ça et qui, après ça, va dire à la personne si oui, elle est admissible ou non, puis aussi sur quel rang qu'elle se trouve. Quand une personne fait une demande de logement, elle peut choisir les endroits où elle veut habiter. Alors, il y a des choix que la personne va faire selon l'âge qu'elle a, puis selon si elle a des enfants ou non. Alors, c'est toujours, est-ce que la personne, est-ce qu'elle a besoin d'un logement, une chambre à coucher, 2 chambres à coucher, 3 chambres à coucher? Qu'est-ce qu'elle a besoin selon sa composition de ménage qu'on appelle? Alors, pour avoir accès à un logement social, il faut que tu viennes faire une demande. Tu peux faire la demande en ligne, tu peux faire la demande ici au bureau, puis bon, en fait, la promotion, l'Office est tout de même quand même assez connu, mais il y a, on va en faire la promotion lorsqu'il arrive des foires à l'emploi ou autres, on va aller faire parler de l'Office aussi. Nos partenaires font du bouche à oreille aussi au niveau quand ils voient des gens dans le besoin qui pourraient avoir accès à un logement social, bien, on va faire la promotion aussi. Fait qu'on est facilitant. Quand les gens arrivent et qu'ils n'ont pas tous leurs documents, bien, on va les aider à justement pouvoir avoir accès à tous leurs documents. Puis de les accompagner aussi quand ils arrivent. On a déjà eu des stagiaires qui ont travaillé sur un projet avec nous pour justement quand la personne venait faire une demande de logement, puis qu'elle avait, on se rendait compte que toutes les sphères de sa vie, il y avait des gros manquements dans le sens où la personne ne se sentait pas en sécurité dans le milieu où elle vivait. Parce que quand on fait une demande de logement, on n'a pas nécessairement un logement demain matin, là. Alors, ça peut prendre des semaines, des mois avant même d'avoir un logement. Là, surtout, on a une liste d'attente. Alors, mais c'est ça, et de savoir, en attendant, comment on peut la réseauter, cette personne-là, pour justement qu'elle puisse avoir accès à des services en attendant, puis qu'elle puisse justement, fait on a ce service-là aussi qui a été mis en place pour justement être davantage en soutien. Fait que c'est ça, la personne doit venir faire une demande avec tous les documents que ça peut représenter, c'est quoi ses revenus qu'elle a par année. Il faut avoir la preuve, les faits que c'est bien ses revenus. Alors, c'est beaucoup là, c'est le T4 provincial, en tout cas. Bref, il y a des informations que le service administratif a besoin. Mais ce qu'on fait aussi pour faciliter quand les gens viennent, parce que des fois, ils sont mélangés dans les papiers, ils ne comprennent pas nécessairement tout ce que ça implique aussi. Puis parfois, c'est long avant d'avoir accès à leurs documents. Alors, on va leur permettre justement de les aider, comme je disais tantôt, à trouver. Des fois, c'est comme, bon, ben, ils n'ont pas fait leur rapport d'impôt, mais on va les mettre en lien avec une ressource qui va les aider à pouvoir justement activer le tout. Puis s'il manque un document, ou 2 documents, mais qui ne sont pas, il y a des documents essentiels, c'est sûr, au niveau du revenu, pour savoir vraiment les revenus, pour savoir si sont admissibles. On ne peut pas permettre à quelqu'un qui a des revenus qui dépassent de 100 $ des revenus minimums, on ne peut pas lui permettre d'être en HLM, malheureusement. Mais il y a d'autres ressources à lesquelles elle peut être. Par exemple, il y a d'autres, on va la mettre en lien avec d'autres endroits où ils ont des logements plus de type coop ou autre. Fait qu'on va les mettre en lien. Mais s'il manque un document qui n'est pas essentiel nécessairement
pour calculer le coût du revenu, on peut permettre à ce que la personne puisse rentrer avec nous dans le processus, puis pouvoir dire, OK, on va prendre le document quand il va être, quand il va arriver, puis on va laisser un petit délai supplémentaire pour pas que la personne, justement, perde du temps, parce que quand il arrive, elle fasse sa demande, avant de s'en aller au comité de sélection, il y a un certain temps qui se passe aussi. Alors, on veut aider la personne là-dedans. Il y a beaucoup d'accompagnement qui doit se faire aussi parce que il n'y a pas toute une organisation qui est bien faite là, quand tu arrives, puis quand tu es démuni, il manque des choses. Puis c'est important qu'on soit compréhensif là-dedans, qu'on soit soutenant, mais en même temps, ils ont des choses à nous donner aussi. Fait qu'on est accompagné par des partenaires extérieurs, entre autres, il y a Concept qu'on appelle, c'est une ressource qui va venir en aide à plusieurs personnes dans les premiers quartiers qu'on appelle un petit peu plus démunis. Bien, les autres vont être là pour accompagner, nous aider dans l'accompagnement aussi de ces gens-là. Alors, on va se servir des ressources autour là, pour nous aider à les aider. Merci beaucoup. On va donc passer la parole à Mme Barra et par la suite, ça va être Mme Demers et M. Barbier en troisième position. Mme Barra, vous avez la parole. Bonjour à tous. Moi, ma question, c'est, on parlait des personnes vulnérables, surtout dans le côté de violence conjugale. Puis, ce que j'aimerais savoir, on connaît les critères d'admissibilité pour les personnes, genre en situation courante, mais pour les personnes dans la violence conjugale, quand même, est-ce qu'il y a des critères d'urgence? Oui. En fait, une personne qui est victime de violence conjugale, il y a une priorité qui lui est attribuée pour avoir accès à un HLM. Quels sont les critères? Oui, en fait, parce que justement, ils sont traités en priorité violence conjugale dans les critères, justement, dans l'admissibilité pour justement savoir à quelle cote va être donnée dans les rangs aussi. Alors, il y a ça, parce que plusieurs, des personnes victimes de violence, mais il y a aussi des personnes qui ont les sinistrés, hein, ceux qui ont passé au feu. Alors aussi, ça, c'est, il y a des cotes, il y a des. C'est le comité de sélection qui regroupe toutes les demandes. C'est vraiment, c'est pas nominatif, mais pas du tout. C'est vraiment selon. Fait qu'il y a des cotes qui sont données à travers tout ça pour justement être juste dans la sélection et pouvoir permettre à personne. Les rangs vont changer à chaque fois qu'il y a un comité de sélection. Une personne peut être la 10e, puis elle peut tomber la 2e dans l'autre comité de sélection parce qu'il y a des gens qui s'ajoutent aussi, mais il y a des situations puis il y a des logements qui se libèrent à travers tout ça parce qu'il y a des libérations de logements en cours d'année. Hein. Alors, on a cette capacité-là de résilier des baux pour des personnes qui arrivent aussi. C'est avec le privé, là, pour qu'ils arrivent avec nous. Alors, c'est ça. Puis dans le projet que je vous parlais tantôt, au niveau de projet dans le quartier Saint-Philippe, où il y a 36 unités de logement, mais on a justement des ressources qui, ces personnes ont fait des demandes, puis justement étaient victimes de violences conjugales. Ils ont passé à travers les services de soutien. Puis en fait, c'est le maintien dans le milieu qu'on veut, puis les soutenir dans tout ça. Fait qu'on travaille avec eux. Merci beaucoup. Nous allons donc laisser la parole à Mme Demers. Je rappelle que Mme Demers est directrice générale du ROC, avec qui nous co-organisons ce webinaire. Donc, j'en profite pour la saluer et saluer également la présence parmi nous de la présidente Dominique Godbout. Mme Demers, à vous la parole. Bien, bonjour, merci, chère Prudence. C'est un privilège de vous saluer, les collègues de l'International ainsi que nos collègues au Québec. Linda, mes félicitations et merci beaucoup pour ta présentation, de même qu'à Jimmy Ducasse, qui est le directeur général de Trois-Rivières. Me permets-tu, Linda, de rebondir un petit peu sur les questions concernant l'appui des banques? Est-ce que les banques sont impliquées et les notions d'attribution? Somme toute, au Québec, le logement social public est qualifié peut-être davantage en Europe et dans la francophonie comme du logement très social, de telle sorte que les clientèles ont un revenu, sont des prestataires davantage d'un revenu de l'État, donc vivant vraiment dans une situation de vulnérabilité économique extrêmement importante et ils constituent la grande majorité de la clientèle des offices d'habitation au Québec. Nous avons toutefois plusieurs offices d'habitation qui vont travailler à offrir du logement
qu'on va qualifier pour des ménages à revenus modestes. Ce qui est là, c'est là où peut-être qu'il pourrait y avoir un appui. Mais dans le cas des clientèles dans les habitations à loyer modique, en fonction de notre programme public, les banques n'interviennent pas. Il n'y a pas d'appui financier avec les banques auprès des clientèles. Les institutions financières vont davantage intervenir dans un montage financier en amont du développement d'un nouveau projet de logement, mais davantage dans du logement abordable. On ne sera plus dans la catégorie d'un logement très social. C'est deux types de clientèle différentes. Chez nous, un logement abordable peut être à la fois occupé par un salarié avec un salaire, je dirais, moyen ou petit moyen salaire, mais également par un locataire dont les revenus sont très faibles, mais qui aura reçu une aide du gouvernement pour pouvoir habiter dans le bâtiment. Linda, je voulais compléter ton propos qui était juste et c'était une occasion aussi pour moi de vous saluer tous. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour le regroupement des offices d'habitation du Québec de co-organiser avec le réseau Habitat Francophonie cette présentation bien livrée par Mme Guimond ce matin. Merci. Merci beaucoup, Anne. C'est vraiment, ça m'amène une autre compréhension parce que j'avoue que la question, je ne l'avais pas vue de ce sens-là et j'apprécie énormément l'intervention. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Barbier, vous avez la parole. Là. Oui, merci. Bonjour à tous et merci pour cet exposé. Pour cadrer le propos, je dirais que le logement public, donc je suis en région wallonne, hein, en Belgique, le logement public a pour vocation effectivement d'aider les personnes les plus précarisées, mais on espère qu'une partie du public ne fasse qu'un passage dans le logement public. Donc à un moment donné, après un accompagnement important, certaines retournent dans le logement privé. Et donc ma question, c'est qu'avec tout cet encadrement, on a peut-être tendance, et vous me corrigez si je me trompe, à mettre le locataire ou le bénéficiaire de nos services dans une espèce de cocon, dans une bulle, puisqu'il a accès à énormément de services et d'aides. Et quelque part, ça génère peut-être chez lui, en tout cas on a pu l'observer dans d'autres projets sociaux, une peur de quitter la société dans laquelle il vit ou de retourner à une autonomie complète, de peur de perdre justement tous ses contacts. Et donc ma question c'est, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des bénéficiaires, des locataires qui ont quitté la société et avez-vous pu maintenir des contacts avec vous ou est-ce que les partenaires prennent un relais total à ce moment-là? En fait, c'est très intéressant ce que vous mentionnez. Puis, dans la présentation, j'ai mentionné l'importance d'être en soutien, mais l'importance aussi de pouvoir aider la personne à aller vers. Dans tout le principe où on intègre les ressources qui viennent dans nos milieux pour pouvoir avoir accès davantage à nos locataires, mais en même temps, un coup que ça s'est fait, que la relation de confiance est faite, ce qu'on se rend compte, puis ce qu'on veut aussi, c'est que les personnes vont aller plus vers l'extérieur, chercher d'autres ressources. C'est vraiment ça l'important. C'est comme en fait, c'est le lien de confiance du départ qui permet à la personne de retrouver confiance et de pouvoir aller plus loin. C'est vraiment là-dedans qu'on est aussi. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, avec qui ça sera plus difficile, mais effectivement, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'ils deviennent dépendants, mais qui plutôt vont aller chercher de l'autonomie. Alors, c'est pour ça qu'on va travailler les compétences, c'est pour ça qu'on va les aider à vivre des réussites puis à aller ailleurs. Puis c'est pour ça, comme un peu, quand on parle du programme de renforcement des familles, que je vous dis au niveau des familles tantôt qu'on est un levier, quand je parle du retour vers ta réussite où il y a un professeur qui vient dans nos milieux, puis par la suite, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont aller finir leur secondaire, de plus en plus de personnes qui vont s'en aller sur le marché du travail. C'est stimulant. Mais on commence par 3 demi-journées par semaine où la personne apprend à prendre l'habitude que le matin, ça commence tôt. Hein? Puis quand tu arrives, ben, nous autres, ce qu'on veut, on va partir de loin, de plus loin, dans le sens où quand tu arrives, il faut que tu sois disposé à entendre
de parler des mathématiques, du français. Mais si tu as eu une situation difficile avec tes enfants le matin, tu n'es pas disponible pour ça. Fait qu'on permet à la personne de pouvoir ventiler, de pouvoir nommer ce qui se passe. Puis après ça, elle est plus capable d'embarquer dans le français et les mathématiques. Mais c'est ça qu'on va faire. Mais c'est 3 demi-journées pour être capable de s'assurer que hey, je suis capable à 3 demi-journées. Après ça, on augmente le rythme tranquillement. Mais c'est ça, il faut y aller par... mais oui, c'est important de l'autonomie de la personne, la responsabiliser aussi, mais il faut qu'elle vive des réussites, il faut qu'elle ait le goût de continuer aussi, puis que ça fasse sens, comme on disait tantôt. Mais oui, on est très sensible à ça. D'accord. Et donc, elle a bien conscience que c'est juste une aide momentanée, même si elle peut durer sur plusieurs années, hein, que pourra pas effectivement changer de logement et de milieu par la suite. Mais en fait, en faisant en sorte que tu as plusieurs, quand on travaille la persévérance scolaire, quand on travaille le retour à l'emploi, mais la personne en envie à aller chercher une fierté. Alors, okay. Cette fierté-là, ben, ça permet de pouvoir aller vers l'extérieur et de vouloir, ben, on disait tantôt que le logement protégé pendant 3 ans, mais en même temps, quand ton coût de loyer augmente parce que tu t'es trouvé un emploi, ça pourrait dire, ben écoute, je vais rester sur l'aide sociale, comme ça, mon logement, ça pourrait faire ça, mais c'est pas ça que ça fait, parce que tu es allé chercher la fierté, tu as réussi à, fait que ça t'emmène ailleurs, mais il faut continuer à travailler ça aussi. Mais c'est dans ce sens-là qu'on intervient, bien évidemment. D'accord, merci beaucoup. C'est très intéressant, mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup, M. Babieux. Monsieur Ducasse avait levé également la main. Vous êtes toujours connecté, M. Ducasse, vous avez la parole. Bonjour. En fait, Linda a répondu très bien à une partie de la question qui avait été posée. Je rajouterais des initiatives. Donc oui, on souhaite tous que nos locataires ne soient que de passage et qu'on soit un levier vers leur remise en mouvement. Mais oui, effectivement, il y en a que ça va être plus difficile, mais il faut briser principalement le cycle de génération en génération par des actions qui vont donner une meilleure espérance de se sortir de ce milieu-là et de reprendre leur vie en main au niveau des autres générations des fois. Mais sinon, par des initiatives, par exemple, à Trois-Rivières, on a créé un organisme indépendant, un OBNL, qui s'appelle Multiboulot, qui est à vocation de réinsertion au travail, dans lequel on vient cibler les gens principalement dans les HLM pour leur faire vivre une expérience de travail lorsqu'ils sont éloignés du travail depuis un certain temps. On le sait que c'est plus dur à aller remettre en mouvement. Donc, à travers des petits boulots, que ce soit de la tonte de gazon, du pelletage l'hiver, du nettoyage de vitres, mais en travers de réels contrats et contributions auprès de fournisseurs tels que la ville de Trois-Rivières, qui est un très grand fournisseur, récupérer des vidanges ou faire l'entretien des terrains de jeu l'été, exemple, là, ou des patinoires extérieures l'hiver. Donc, les gens allocataires en HLM vivent une expérience, sont rémunérés pour ça et l'objectif, c'est qu'au bout d'un an de formation et de remise en mouvement, qui s'écoule sur une année, ils puissent rebondir. Et la réussite de cette organisation-là, c'est lorsque les gens quittent l'organisation pour une vraie emploi stable. Et ça, c'est une grande réussite. Donc, c'est un type d'action qui vient travailler, renforcer le désir et les besoins des gens d'avoir certaines formations, rencontres, qu'on répond à certains besoins pour leur permettre éventuellement de reprendre leur vie en main et de recontribuer dans la société et d'être actifs. Il y a également un projet je ne crois pas qui a été mentionné, un édifice qui a été créé de 27 logements, qui est un projet de vie dans lequel c'est des logements subventionnés. Les gens sont admissibles au HLM tout comme les autres, mais avec un engagement, un contrat de projet de vie dans lequel ils ont 5 ans pour réaliser soit un retour aux études et terminer des études, des éducations, aller chercher de la diplomation donc, ou se partir une entreprise dans laquelle ils vont être accompagnés par des ressources du milieu, d'autres organismes qui vont faire le suivi. Évidemment, nous aussi,
nous les suivons de semaine en semaine, mois par mois, pour les maintenir engagés dans leur volonté et s'assurer d'un succès pour qu'au bout du terme de 5 années dans lesquelles ils ont, oui, payé un peu moins de loyer, mais ça leur a permis d'acquérir des notions, un diplôme, une idée de création de PME entreprise, etc. Et donc, ce volet-là aussi est une autre façon de s'assurer que des gens puissent recontribuer à la société et reprendre possession de leur vie activement et non pas rester demeurés de manière prolongée ou jusqu'à des fois toute leur vie en HLM. Donc, c'est parmi toutes les choses que Linda a mentionnées, que ce soit de l'aide aux devoirs pour espérer avoir une meilleure éducation pour l'enfant et pouvoir espérer mieux dans la vie et avoir un emploi et tout ça, la persistance scolaire, c'est une multitude, en fait, d'actions et d'activités qui vont permettre ça, d'essayer de s'assurer de redonner une chance aux gens de reprendre possession de leur vie. Donc, voilà un petit complément d'information que je voulais livrer. Il y avait un autre complément d'information que je pouvais me permettre suite à un monsieur qui avait mentionné le financement. C'est beau le service, ça demande beaucoup de temps et on le voit de plus en plus. C'est demandant avec beaucoup plus de troubles, de disparités, de pauvreté, mais également de troubles de santé mentale, entre autres. Donc, les sources de financement, il y a des programmes. Linda en a énuméré quelques-uns. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ce qu'à Trois-Rivières, on a pu faire pour avoir le nombre, vous aviez mentionné qu'on avait quand même relativement un bon nombre d'employés dédiés à l'accompagnement social, mais ça vient de la créativité. Il faut être créatif pour aller chercher des sources de revenus. Par exemple, on a la chance, nous, c'est une opportunité qu'on a eue à Trois-Rivières, d'avoir un édifice qui se trouve à être le plus haut point en hauteur de la ville de Trois-Rivières et donc des compagnies de téléphonie, de radiodiffusion et autres nous ont approchés pour installer des coupoles de signaux, de relais. Et donc, on a accepté, avec l'autorisation évidemment de notre Société d'habitation du Québec, de permettre leur utilisation sur nos toits d'espace pour leur diffusion en contrepartie d'un loyer. Donc, il y a un paiement qu'ils doivent effectuer et la condition qu'on a émise et l'entente qu'on a avec la Société d'habitation du Québec, c'est que 100% de ces revenus-là doivent être réinvestis au niveau de l'accompagnement social. Donc, c'est un revenu supplémentaire qui, chez nous, nous permet l'emploi d'une ressource à temps plein à l'année. Donc, il faut des fois être un peu créatif. On est en train d'envisager d'autres idées pour justement s'assurer un revenu complémentaire, autonome, autre que des programmes de financement du gouvernement pour s'assurer justement de répondre à nos besoins. Et vous l'avez en France, entre autres, je l'ai vu lors de ma visite l'an dernier à Lyon. Dans le bas des HLM, souvent, vous avez, en tout cas à Lyon, avait des commerces privés, là, des pharmacies, des petits commerces. Et donc, est-ce qu'on peut penser à même nos HLM au Québec, qui n'est pas une tradition chez nous, penser à louer des espaces locatifs privés, donc permettre ça, et que ces revenus-là également deviennent du financement pour travailler au niveau du volet social. Donc, on est en train, ça c'est un volet en développement actuellement. Donc, il faut être créatif, c'est ce que je voulais dire par des fois, si on veut se donner les moyens de nos ambitions et donner un meilleur service qui est nécessaire à notre clientèle, il faut agir, il faut prendre des décisions et se doter nous-mêmes des fois des moyens pour y arriver. Donc, voilà mon petit complément d'information. Merci, merci, Jimmy.
J'en profite avec Multiboulot qu'on parlait tantôt. Dès qu'un locataire arrive et qui est dans nos HLM, on va informer Multiboulot, si la personne est d'accord, pour justement qu'il puisse avoir l'information de c'est quoi Multiboulot, qu'est-ce que c'est fait, est-ce qu'il a le goût de s'investir. On va le faire dès le début. Dès le début, on est en lien avec les partenaires. Alors, merci. Merci, Jenny. Ça a amené... j'ai parlé de bien des projets, mais ceux-là sont aussi importants, puis c'est le fun de les avoir nommés. Merci. Merci, Linda. Merci encore une fois, Jimmy, pour cette, disons, ce mot de conclusion, je dirais. Merci en tout cas à tous les participants. Le support vous sera envoyé dans les meilleurs délais. Et le prochain rendez-vous donc, de nos webinaires, ce sera donc le 19 octobre. On accueillera Madame Nathalie Demalé, donc qui travaille à Rennes Métropole Habitat, qui nous parlera donc du bail réel solidaire. Donc, nous prenons rendez-vous pour le 19 octobre. Encore une fois, mes remerciements au ROC, à Linda, à Jimmy également pour votre implication dans la réussite de ce webinaire. À très bientôt. Merci à vous tous. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.